L'écologie pose la question du salut des êtres humains. Vous êtes d'accord? C'est le catastrophisme, c'est l'homme va disparaître ou la civilisation va en prendre un coup derrière la figure. Donc, c'est le sujet du salut. L'écologie politique veut organiser le salut public, veut mettre en œuvre des politiques de salut public qui sont comme des politiques en cas de guerre, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'ils veulent renverser la table, hein. On est un peu habité par l'esprit de l'écologie depuis assez longtemps. Et donc, l'écologie, c'est toujours la sobriété. Or, quand on a un climatiseur, on n'est plus dans la sobriété finalement. C'est une solution technique, hein, puisque évidemment, ça marche à l'électricité, ça ne produit pas de CO2 puisque notre énergie est décarbonée, notre électricité est décarbonée, c'est bien connu. Mais les écolos n'aiment pas trop ça. En tout cas, ce qu'il faut dire, il faut retenir une chose, pour la nature, la feu de forêt, ce n'est pas grave. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens, parce que c'est choquant d'un point de vue paysager de voir disparaître une forêt et puis de voir qu'elle est brûlée. Mais très vite, la vie va reprendre ses droits. Vous allez avoir plein de nouvelles espèces qui vont s'installer, des espèces d'ailleurs souvent plus intéressantes que les espèces qu'il y avait avant. Alors, elles ne sont pas relayées, les bonnes nouvelles, pour la biodiversité, ou en tout cas, on ne les retient pas parce qu'il y a tout un écosystème qui dépend du catastrophisme aujourd'hui. Bonjour Bertrand Alliot, Bonjour, merci de votre invitation. merci d'avoir accepté cet entretien. Donc pour nos auditeurs, vous êtes docteur en sciences politiques, ingénieur spécialisé en gestion de l'environnement et auteur de plusieurs ouvrages dont Comprendre l'incroyable écologie, le dernier, paru aux éditions Salvateur. Pour commencer, j'aimerais aborder avec vous cette séquence canicule que nous avons vécue avec les différentes vagues successives et également donc toute cette pression sociale qui s'est montée autour de l'équipement de climatiseurs dans les bâtiments publics en France, un sujet longuement tabou. Comment analysez-vous finalement ces dernières semaines? Depuis quelques années, c'est vrai qu'on parle de la climatisation et c'est la deuxième année en fait où il y a une mini polémique sur la climatisation. Et cette fois-ci, ça a correspondu à l'intensité de la canicule, hein. Plus l'intensité de la canicule est grande, plus la polémique sur la climatisation grandit. Et donc cette année, ça a été assez spectaculaire. Alors, comment il faut comprendre, c'est que en fait, il y a toujours des hésitations à vouloir, comment dire, augmenter la protection de la population avec la technologie. Ça, c'est parce qu'on est un peu habité par l'esprit de l'écologie depuis assez longtemps. Et donc l'écologie, c'est toujours la sobriété. Or, quand on a un climatiseur, on n'est plus dans la sobriété finalement. C'est une solution technique, hein, puisque évidemment, ça marche à l'électricité, ça ne produit pas de CO2 puisque notre énergie est décarbonée, notre électricité est décarbonée, c'est bien connu. Mais les écolos n'aiment pas trop ça parce que c'est quand même comment dire, notre, nos équipements continuent à augmenter, si vous voulez, au fil du temps. Les équipements, c'est de la matière première qu'on va prendre, c'est de l'énergie pour le faire marcher, c'est du commerce, etc. Et donc, c'est pas de la sobriété, quoi. Et donc ça, tout ce qui ne va pas dans la branche de la sobriété ne convient pas aux écologistes et puis à ceux qui, comment dire, sont dominés par l'écologie, c'est-à-dire les gens qui sont au gouvernement aujourd'hui. Bon, bref, en tout cas, la climatisation, elle va, comme je le dis depuis plusieurs années, s'imposer partout. Vous savez qu'elle s'est imposée dans les restaurants depuis longtemps, par exemple. C'est rare maintenant d'aller dans un restaurant qui n'est pas climatisé. Dans les commerces, c'est devenu extrêmement commun d'avoir des climatisations. Ça, c'était pas le cas il y a encore 15 ans. Et il y a des choses aussi qui se sont climatisées, eh bien, ce sont les véhicules. Il y a 25 ans, les véhicules n'étaient pas climatisés, hein. Enfin, je ne sais pas exactement la date, mais on voit qu'aujourd'hui, il n'y a aucun véhicule qui n'est pas climatisé, quasiment. Donc, on va toujours vers le plus de confort, c'est la loi du genre. Et nous allons, après, que ce soit les gens qui ont des commerces qui se sont équipés, ça va être le tour des ménages. Et donc, on va s'y mettre. Moi, personnellement, comme je l'ai dit plusieurs reprises, j'ai acheté dans le neuf en 2021. Et il se trouve que même dans des étés qui ne sont pas caniculaires, j'ai besoin de la climatisation parce que mon logement neuf est trop bien isolé à cause des normes, etc. Et donc, j'ai besoin de ça même dans un été classique, pour pouvoir avoir un logement qui soit à des températures raisonnables et pour bien dormir la nuit, quoi. Donc tout cela va dans le bon sens. Bah oui, évidemment, tout ce qui est fait pour améliorer notre confort, c'est l'histoire des frigos et des machines à laver de nos arrière-grands-parents, hein, faut pas croire, c'est exactement la même chose, c'est tout. Et en plus, vous savez que dans des pays euh, comme les États-Unis, c'est commun depuis 30 ans, 40 ans, plus que ça même.
Et en Europe, c'est vrai qu'on a du mal, même dans des pays comme l'Espagne où ça fait beaucoup plus chaud, il y a des endroits encore où il n'y avait pas la clim, hein. Moi, j'en connais encore aujourd'hui des Espagnols qui n'ont pas la climatisation. Il y a une espèce de culture où on essaye de se préserver de la chaleur en Europe. C'est l'esprit paysan, vous voyez. Mais ça, on est en train de modifier tout ça à vite. On a aussi une multiplication donc des feux de forêt, par les périodes caniculaires. Est-ce que, c'est un phénomène inquiétant? On voit que ce sont toujours à peu près les mêmes régions qui sont concernées avec des dizaines, centaines d'hectares qui partent en fumée. Oui, bah écoutez, la forêt, c'est très intéressant, mais ce qu'il faut comprendre, la première chose, c'est que la surface forestière en France a énormément augmenté depuis 100 ans. C'est vraiment colossal ce qu'on a gagné en espace forestier à cause notamment de la déprise agricole dans certaines zones, notamment dans le sud de la France. Et donc, vous avez une accumulation comme ça de matière, en fait, c'est bien connu, hein. Là, si on laisse la forêt gagner, eh bien, vous avez de plus en plus de matière. Et donc, le problème, c'est quand vous avez un feu de forêt, plus vous avez de matière accumulée, et plus possiblement vous pouvez avoir des feux gigantesques, quoi, des gigafeux. Bon, c'est pas ce qui se passe en ce moment en France. Il y a peut-être un peu plus de feux cette année que les précédentes, notamment il y a plus de feux dans le nord. On a vu à Paris, c'est assez exceptionnel, dans la forêt de Fontainebleau. C'est toujours des feux déclenchés par des êtres humains, hein. C'est toujours des accidents ou des gens qui mettent le feu de façon volontaire. Il y a souvent d'ailleurs des pompiers volontaires, ça c'est assez malheureux, mais dans la profession, il y a quelques brebis galeuses. Donc en tout cas, ce qu'il faut dire, il faut retenir une chose, pour la nature, la feu de forêt, ce n'est pas grave. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens, parce que c'est choquant d'un point de vue paysager de voir disparaître une forêt et puis de voir qu'elle est brûlée, mais très vite la vie va reprendre ses droits. Vous allez avoir plein de nouvelles espèces qui vont s'installer, des espèces d'ailleurs souvent plus intéressantes que les espèces qu'il y avait avant. Vous savez que le sport national dans les réserves naturelles, dans les parcs nationaux, dans les gestes tous ceux en fait qui gèrent des espaces naturels, les associations, les écologistes, quoi, en général, c'est comment j'évite que la forêt progresse. C'est ça les actions de gestion dans des espaces naturels très souvent, hein, pour empêcher que le milieu se referme et donc que certaines espèces disparaissent à cause bah, de la progression de la forêt. Donc, vous voyez, donc, du point de vue de la nature, ce n'est pas grave. Alors, évidemment, du point de vue des êtres humains, ça peut être grave, puisqu'il peut y avoir des maisons, etc., des zones très habitées. Donc, bon, il faudra toujours s'équiper en Canadair et en moyens de lutte contre les incendies, bien sûr. Et deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des actions de gestion de la nature, justement, où on va entretenir la forêt, notamment. Vous savez qu'il y a de l'idéologie, notamment, c'est la libre évolution, ce qu'on appelle la libre évolution de la forêt, c'est qu'on laisse tout comme ça, et on n'enlève pas les arbres morts, on laisse les arbres abattus, etc. Donc la libre évolution, c'est un peu une idéologie, et on le voit de plus en plus, hein. Il y a des réserves comme ça qui ont brûlé l'an dernier, qui étaient gérées comme ça. Donc moins vous avez de matière, plus le feu progressera lentement. Donc c'est important d'entretenir la forêt. Et voilà, donc, et puis je voudrais aussi rassurer les gens, le problème, encore une fois, de la matière qui s'accumule, de la forêt qui grandit, c'est que vous pouvez avoir des méga-feux. Il faut voir dans le sud à quel point la forêt a gagné dans un département comme le Var, par exemple. Il y a de la forêt absolument partout, c'est fascinant. Parce qu'il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus rien qui broute, pour faire simple. Et en fait, plus on laisse aller. Donc, tiens, qu'il y a des feux comme ça qui sont assez petits, c'est pas si mal que ça. Je sais que ça va choquer des gens, mais en Australie, par exemple, on met le feu régulièrement pour pas avoir des méga feux. Donc, parce que ça entretient d'une certaine manière la forêt. Ça a toujours d'ailleurs été une manière d'entretenir les espaces naturels, le feu. On l'a un peu oublié, mais c'est de façon traditionnelle, je veux dire. Donc, voilà, il y a une politique qui est à double tranchant, c'est de vouloir arrêter les feux extrêmement vite, ce qu'on fait dans le sud de la France, par exemple. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de feux qu'avant, d'ailleurs. Dès qu'il y a un tout petit peu de départ de feu, on met des moyens énormes pour l'éteindre. Et donc, l'effet pervers de ça, c'est qu'effectivement, plus rien ne brûle, j'allais dire, et qu'au fil du temps, la matière s'accumule. Et donc, potentiellement, il peut y avoir des énormes feux de forêt ensuite, si tout ça nous échappe, quoi. C'est un peu une politique à double tranchant. Mais enfin, rassurez-vous sur la nature, elle reprendra toujours ses droits. Mais globalement, dans le monde, il y a beaucoup moins de feux de forêt qu'avant, hein. Je sais que les médias montrent des images spectaculaires, mais quand vous prenez les chiffres, vous avez quand même nettement moins et notamment cette année, de surfaces brûlées.
en Afrique, je crois aussi aux États-Unis ou au Canada, je ne sais plus, il faudrait regarder, mais regarder les chiffres, c'est assez remarquable. Certains événements dans l'actualité remettent en cause le récit écologique qui devient de plus en plus difficile à entendre, dans les médias, dans les universités. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça qui sont marquants? Oh, bah, il y a tous les reculs, entre guillemets, qui sont des avancées, hein, évidemment, sur la loi de modernisation agricole, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui vient d'être votée aujourd'hui au Parlement, hein, qui facilite, bah, je ne sais pas, le stockage de l'eau en hiver pour l'utiliser en été, par exemple, qui aussi facilite l'utilisation de certains pesticides qui sont autorisés partout ailleurs dans le monde, sauf en France. Vous avez évidemment eu les reculs sur les ZFE, hein, enfin les reculs. Il y a eu évidemment le Conseil constitutionnel, mais vous voyez bien que les gens sur place, les élus locaux, etc., locaux, ne veulent pas appliquer les histoires des ZFE, même si c'est une loi qu'on devra mettre en œuvre. Enfin, on va se débrouiller pour ne pas la mettre en œuvre. Vous voyez que petit à petit, alors il y a plein d'autres exemples, j'aurais dû réfléchir avant, mais vous voyez, on peut en trouver plein si on réfléchit un petit peu, quoi. De plus en plus, les mesures dites écologiques sont en train oui, de se détruire petit à petit au fur et à mesure qu'on voit qu'elles sont difficiles pour notre économie, pour notre bien-être, etc., quoi. On sent parfois, une forme de va-et-vient dans la législation, par rapport justement à l'écologie, quand on pense aux climatiseurs de bar. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, ce qu'on mettait à l'extérieur pour chauffer les terrasses. À un moment, donc ça a été autorisé ensuite ça a été, en tout cas à Paris, ça a été ensuite, interdit. Donc les gérants de bars qui s'étaient équipés ont dû, faire marche arrière. On voit comme ça où se situent finalement les nœuds, du point de vue politique, qui expliquent finalement que le gouvernement semble toujours hésitant sur, la question écologique. Ouais, c'est assez compliqué à expliquer. C'est que les gens au gouvernement, qui font partie du groupe élitaire, disons, aujourd'hui l'extrême centre, elles sont sur la question écologique, elles sont essentiellement conseillées par des gens qui viennent de l'écologie et qui ont toujours cette obsession de la sobriété. On répond aux problèmes environnementaux par des solutions sobres. Mais c'est complètement débile, quoi. Et puis c'est dépassé, vous voyez. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect, oui, catastrophiste aussi. Et donc ils ont des mauvais conseillers, quoi. Et vous voyez bien que Madame Barbu, par exemple, au ministère de l'écologie, alors on a entendu aujourd'hui qu'elle allait peut-être démissionner suite à la loi de modernisation agricole. Je ne sais pas si c'est le cas, mais elle venait bah, un peu de l'écologie, puisqu'elle a été présidente du WWF. Il faut voir les gens qui l'ont précédée à ce poste-là, hein. On sait qu'il y a eu Nicolas Hulot, il y a eu un tas de gens au ministère de l'écologie qui faisaient partie, qui étaient les écologistes au départ. Et c'est une grave erreur, en fait, de nommer quelqu'un qui fait partie de l'écologie militante à ce ministère-là. Or, c'est une espèce d'habitude qu'on a eue depuis très longtemps. Donc, et puis de même que vous avez dans les conseillers, ça j'avais remarqué chez Macron, même auprès du Premier ministre, très souvent les conseillers écologie ou même agriculture, ce sont des écologistes. C'est-à-dire oui, enfin, des gens qui sont obsédés par une certaine forme de fin du monde, quoi, je ne peux pas le dire autrement, et qui sont vraiment dans ce moule-là. Et donc, vous avez donc, ces ministres-là, vous avez les conseillers, etc. Donc là, il faut changer complètement, il faut bouleverser cette- cet état de, cet état d'esprit, quoi. Oui, d'autant plus que les tenants d'un discours un peu catastrophiste, finalement, bottent en touche, les experts qu'on pourrait peut-être qualifier de plus rationnels ou qui se basent sur des analyses qui sont différentes et finalement, on assiste toujours à un même discours de sidération de la part du politique qui va toujours dans le même sens. Oui, oui, enfin, et moi, ce qu'il y a, c'est qu'il oui, il est un peu schizophrène, le politique, en ce moment, et on voit bien que ça pousse pour qu'on se sorte de l'écologie politique, en fait. Donc moi, je pense que ça va arriver, enfin, c'est en train d'arriver, en fait, depuis plusieurs mois, on le voit bien, hein. Vous avez, par exemple, le ministère de l'écologie a perdu énormément de pouvoir, hein. Il faut comprendre que le ministère de l'écologie, avant, c'était un ministère de l'environnement, et au fur et à mesure du temps, on lui a rajouté plein de nouvelles fonctions, le logement, les transports, l'énergie. Toutes ces politiques sont extrêmement importantes pour la nation. Or, donc, comme je vous l'ai dit, ce ministère-là était dominé par les écologistes. Donc, c'était extrêmement dangereux de faire ça. Or, aujourd'hui, le ministère de l'écologie redevient de plus en plus un ministère de l'environnement, c'est-à-dire un ministère qui va s'occuper des pollutions, des nuisances et des risques. Mais on a enlevé à ce ministère-là le thème de l'énergie.
On lui a enlevé le thème du logement, des transports, etc. Et donc ça, c'est une très bonne chose. C'est un retour en arrière, mais qui est très positif et qui est un des signes qui montre que nous sortons de l'ère de l'écologie pour revenir, j'espère, à celui de l'environnement, quoi. Oui, dans Comprendre l'incroyable écologie, donc votre dernier livre, vous évoquez certains mécanismes de l'écologie politique qui ressemblent à une religion. Heu, comment opèrent finalement ces ressemblances? Ah ben, avec la religion, c'est très simple, en fait. L'écologie pose la question du salut des êtres humains. Vous êtes d'accord? C'est le catastrophisme, c'est l'homme va disparaître ou la civilisation va en prendre un coup derrière la figure. Donc, c'est le sujet du salut. Donc, l'écologie politique veut organiser le salut public, veut mettre en œuvre des politiques de salut public qui sont comme des politiques en cas de guerre, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'ils veulent renverser la table, hein, très, très clairement. Et donc, la religion, c'est quoi? Bah, c'est aussi la question du salut. C'est le salut, c'est exactement la même chose. Donc, on voit qu'avec l'écologie, on est dans la question du salut comme dans la question religieuse. C'est le salut des hommes, des êtres humains, voilà. Sauf que la religion, c'est un peu le salut individuel. Là, ce serait plus le salut collectif. Mais enfin, il y a un peu des deux quand même, hein, puisque vous voyez bien que dans les débats écologiques, il y a cette envie ou cette volonté de faire mieux soi-même, de faire les petits gestes, de ne plus prendre l'avion. Vous voyez qu'il y a plein de gens qui sont pris. Moi, je connais plein de gens comme ça qui ne prennent plus l'avion, par exemple. C'est une punition individuelle. C'est une vraie religion, quoi. Incroyable. Par rapport, aux politiques de décroissance et au pacte vert européen que vous dénoncez, hem, on parle aujourd'hui, d'une idéologie de la décroissance en Europe. Donc une idéologie qui va très loin puisque, ça amène à beaucoup de politiques, notamment sur l'agriculture, sur l'énergie où finalement, on empêche les industries de se développer ou ça peut être aussi l'automobile. Quelle est la prégnance finalement de cette idéologie qu'on pourrait peut-être, rapprocher d'un idéal religieux? Enfin, si on voulait reprendre un petit peu les termes que vous avez développés. Oui, bah écoutez, c'est très fort dans ce qui concerne le pacte vert, hein, parce que, bon, comme l'écologie, comment dire, décrit une situation totalement catastrophique où il faut baisser de façon drastique les émissions de CO2, notamment à l'horizon 2050, il faut avoir la neutralité carbone. Enfin, c'est des objectifs, si vous voulez, qui ne sont jamais atteints, tout le monde le sait, qui sont totalement délirants. Et pour pouvoir les atteindre, il faut vraiment mettre notre économie par terre, quoi. Donc, c'est ce que fait le pacte vert d'une certaine manière. Le problème, c'est que, ou ou l'avantage de l'Union européenne en ce moment, c'est qu'elle est en train de changer de bord progressivement. Vous avez vu aux dernières élections européennes, il y a eu une poussée à droite. Donc de plus en plus, le Parlement européen, qui était dominé par, disons, le centre, qui dominait avec, qui faisait alliance avec la droite modérée, disons, et les écologistes et les socialistes, eh bien, petit à petit, cette majorité est en train de se déplacer, c'est-à-dire que la droite, le PPE notamment, Parti populaire européen, le parti majoritaire, fait de plus en plus alliance avec l'autre côté, donc le côté extrême droite, ou droite, si vous voulez, de l'hémicycle. Et donc, cette partie de l'hémicycle est beaucoup moins favorable aux politiques du pacte vert. Donc, on voit ce changement progressif s'effectuer, bien que bon, les aspects écologiques soient encore très importants en Europe. Mais je pense que c'est en train de changer, hein, mais ça peut aller très vite ensuite. Nous verrons. D'ailleurs, on assiste peut-être à un basculement. Vous dites, vous soutenez que les crises économiques et géopolitiques finissent par affaiblir l'écologie politique. Donc c'est un basculement qui est, inévitable. Oui, parce qu'on n'a plus les moyens, si vous voulez, économiquement. On sait dans quel état est l'Europe. Il y a les crises monétaires, les crises de la dette, on n'a plus d'argent, quoi. Et puis, puis ensuite, il y a ces problèmes géopolitiques. Effectivement, vous voyez que la Russie, de plus en plus, on dit qu'elle va envahir les pays baltes ou la Pologne, ou en tout cas qu'il va se passer des choses. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais vous voyez bien qu'on entend de plus en plus bon, il y a l'Iran, évidemment. Donc, vous voyez, la question de la survie, elle existe, mais est-ce que c'est vraiment lié aux questions écologiques? Je ne suis pas sûr. C'est plutôt lié à des choses beaucoup plus prégnantes et qui s'inscrivent dans notre quotidien, tandis que l'écologie, c'est toujours une catastrophe pour demain, quoi. Donc, D'ailleurs, vous dites il y a beaucoup de bonnes nouvelles dont on ne parle pas, en tout cas absentes du débat public concernant, la biodiversité. Pourquoi finalement ces informations, ne sont pas relayées et sont-elles impactantes selon vous?
Alors, elles ne sont pas relayées, les bonnes nouvelles pour la biodiversité, ou en tout cas, on ne les retient pas parce qu'il y a tout un écosystème qui dépend du catastrophisme aujourd'hui. Il y a l'écologie sincère qui est obsédée, qui est religieuse. Donc, à partir du moment où vous êtes dans un mouvement religieux, souvent c'est assez sincère, si vous voulez. Mais il y a aussi tous les gens qui profitent de ce mouvement, qui sont les ONG, évidemment, qui ont besoin. Les ONG, c'est ces associations qui sont devenues très grosses et qui sont devenues inutiles au fil du temps. Pourquoi? Parce que le droit de l'environnement a été multiplié, hein, le code de l'environnement est beaucoup plus gros qu'avant. Donc, il n'y a plus rien à faire. Donc, elles se radicalisent. Et voilà, et donc comme elles ont beaucoup de salariés à payer, encore une fois, eh bien, il faut qu'elles alimentent le catastrophisme, etc. Donc on n'a pas de nouvelles, de bonnes nouvelles, parce que les connaisseurs de ces questions-là sont souvent dans les ONG ou dépendent hein, de l'alarmisme hein, sur les espèces. C'est très très clair. Vous avez beaucoup de bureaux d'études, de choses comme ça. Ils vivent de ça. Hein. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui qui est dépensé pour faire des études sur la biodiversité absolument partout, etc. Donc voilà, on est là-dedans. Or, effectivement, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Hein. La LPO a quand même récemment, pour la protection des oiseaux, fait un baromètre où elle signale qu'il y a 45 espèces de plus qu'il y a 30 ans en France aujourd'hui qui se sont installées, contre 3, je crois, qui ont disparu. Hein. Enfin, qui sont disparus, qui sont plus sur le territoire, parce que les espèces ne s'éteignent pas, elles peuvent éventuellement disparaître de notre territoire, mais aucune ne s'est éteinte. Voilà. Donc voilà. Et oui, effectivement, il y a plein de bonnes nouvelles. Et pour finir, donc si demain vous aviez, la main dans la politique environnementale française, quelles seraient vos priorités pour, mieux protéger la nature, sans tomber dans, les excès donc de l'écologie politique, que l'on dénonce? Oui, alors en fait, moi j'avais écrit un article il y a assez longtemps dans Valeurs Actuelles qui s'appelait Moi, ministre de l'Environnement, on le trouve sur mon site internet, et où je dis simplement que le ministère de l'Environnement, d'abord il faut qu'il redevienne le ministère de l'Environnement, on finit avec le ministère de l'Écologie, bien arrête de s'occuper de vouloir diminuer les émissions de CO2 parce qu'on a fait tous les efforts du monde et ça suffit. Hein. Il faut simplement s'adapter aux évolutions. Hein. Donc faire des politiques de l'eau pour pouvoir le stocker en hiver et puis l'utiliser en été. Avoir des politiques de la nature qui ne soient pas délirantes, qui concernent les espèces, bien sûr, parce que beaucoup d'espèces sont revenues et donc il ne faut pas empêcher les projets économiques à cause d'espèces qui sont présentes, hein, parce que vous avez beaucoup d'espèces protégées qui sont très communes, si vous voulez. Donc c'est un peu aberrant. Et en gros, il ne faut pas que ce ministère-là, la règle de ce ministère, mais aussi de tous les autres ministères, c'est il ne faut pas faire, il faut défaire. On a fait trop de réglementations, trop de choses. Donc un gouvernement, le prochain, devra s'attacher à défaire des choses, y compris le ministère de l'Environnement. Donc voilà, je m'attacherai à défaire la réglementation. Donc je serai encore considéré comme un traître. Mmh, Merci à vous. voilà. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Au revoir.